Allô tout le monde, c'est Daphné Valsin et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour encore parler de livres. On est en mai, mois de mai a presque fini et tout le monde qui remet le livre connaît que depuis zone mai, fin mai, mi-mai à privé, un seul rendez-vous, c'est Livre en Folie. Livre en Folie, c'est la fois qui est organisée généralement le jour de la fête Dieu. Fête Dieu année ça c'est 3 juin, mais Livre en Folie a déjà commencé, c'est des activités qui a déjà commencé avant d'arriver dans 3 juin. Livre en Folie, c'est une grande foire littéraire que Journal Le Nouvelliste organisé avec Unibank. Et pour l'émission d'aujourd'hui, on va revoir brièvement les dernières informations qui sont disponibles sur la 27e édition de la foire dans un premier temps. Et puis tout, nous allons parler avec un ancien invité d'honneur Livre en Folie, la tourner sur expérience et tout, la parler nous de qui Jean que lui-même lui ouais avenir cause littérature, a fait écrire livre en Haïti. Mais avant d'arriver à tout ça, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui me permettent de faire cette émission. Nous avons avant tout Lunetterie Belle Optique, nous avons magasin Mikado et nous Panas avec Womba Banco, nous avons tout Parc Pierre-Louis, la classe boutique qui habille et la Moumous qui sont coach de style qui a aidé me choisir radio et qui déplace vin habiller. Nous avons Briano le maquilleur qui te fait maquillage aujourd'hui et gen Bioti qui lui-même occupé de cheveux avec Zongmoin qui va permettre que apparence ça vienne joindre nous comme ça jeudi après émission. Et ou même tout cap regarder l'émission, m'a dit merci parce que vous toujours été fidèle. Alors oui, c'est ce moment de l'année. Livre en Folie à privé. Moi, je vais à Livre en Folie depuis l'été qu'on a fait promenade. M'aller dans le parc historique de la Canne à Sucre, m'aller Champ de Mars, m'aller parc Unibank. Et là, depuis l'année passée, pour la deuxième fois consécutive maintenant, je vais participer à Livre en Folie depuis chez moi, derrière mon ordinateur ou bien derrière l'écran téléphone. Moi, parce que justement, même avec l'année dernière, Livre en Folie a fait encore de manière virtuelle. Année ça, j'aime d'abord au début, c'est que la fête Dieu, c'est le 3 juin, mais comme d'habitude, il y a toute une série d'activités qui sont organisées autour de cette date. Donc, la quinzaine du livre pour cette année va se tenir du 31 mai au 13 juin. Il va y avoir des conférences, des rencontres avec les auteurs qui se tiendront dans les médias et sur les réseaux sociaux, parce que comme je l'ai dit d'abord avant, c'est que ça va être majoritairement virtuel cette année encore. Et la nouveauté vraiment de cette 27e édition, c'est que les ventes seront ouvertes pendant toute la quinzaine sur le site. Parce qu'avant, on avait une date comme si on avait commencé à acheter les livres peut-être 2 jours avant, un jour fort la même. Mais là, comme c'est entièrement virtuel, donc ça fait que pendant tout le temps que la quinzaine du livre va durer, qui c'est 31 mai au 13 juin, les livres, vous pourrez déjà commencer à acheter vos livres. Les invités d'honneur de cette 27e édition sont Michel Soukar et Jean-Claude Martineau. Michel Soukar est connu surtout comme historien, mais au fil des années, il a fait ses preuves dans d'autres styles d'écriture comme la poésie, le théâtre, la biographie et le roman. D'ailleurs, dernier livre, le sang du citoyen, c'est un roman. À travers son œuvre, Michel Soukar veut distraire et amuser le lecteur, surtout dans le roman, mais il veut aussi instruire ce dernier. Donc, c'est tout ça que nous avons joué dans l'œuvre. Jean-Claude Martineau est de son côté souvent présenté comme l'un des meilleurs paroliers de la musique haïtienne. Nous supposons que nous toutes là nous connaissons une musique qui est l'Human Casimir. C'est un classique de la musique haïtienne qui figurait sous l'album Carole Maroulé de Carole Demesme. Et c'est un texte que Jean-Claude Martineau justement a écrit pour Carole Demesme, c'est le premier album Carole. Son musique qui vraiment pas celle de présentation. Si vous avez vraiment une idée de qui ça que Martineau écrit déjà. Mais Martineau, c'est pas que les textes de musique, il a aussi des contes dans son répertoire et il est 10 heures. Il s'est aussi intéressé à l'histoire, point commun qu'il vient gagner avec Michel Soukar, l'autre invité d'honneur. Parmi ces pièces majeures, on va retrouver l'histoire d'Haïti en 6 leçons et le serment des Aradas. Jean-Claude Martineau, qui est âgé actuellement de 84 ans, vient de publier nouveau conte aux presses de l'université Quisqueya. Je vais m'arrêter là pour le moment. Nous avons un paquet d'autres bagages que nous avons dit sont invités d'honneur. J'aurai la chance de parler de ces deux messieurs-là à nouveau. On pourra éventuellement aussi rencontrer et parler avec d'autres auteurs qui présentent des livres à l'édition 2021 de Livre en Folie. Mais pour le moment, on va diriger notre attention sur un autre auteur. Un auteur qui lui-même est un ancien invité d'honneur Livre en Folie. Je reçois aujourd'hui Evelyne Trouillot, invitée d'honneur de l'édition 2020 de Livre en Folie. Je dois vous dire que Madame Trouillot, c'est une femme vraiment très occupée et je me sens particulièrement honorée qu'elle ait accepté de répondre à l'invitation. Evelyne Trouillot est éducatrice de formation. Elle dirige depuis 2002 Prétexte, qui c'est un bureau de traduction, d'édition et de production de textes. Et elle est
co-animatrice de la Fondation Anne-Marie Morissette, qui est responsable du Centre culturel Anne-Marie Morissette. Madame Trouillot, c'est un monde qui a milité pour la langue créole, une femme qui assure que l'engagement lié paraît que ce soit dans sa labdi, que ce soit dans le travail. Evelyne Trouillot a publié des nouvelles, des poèmes et aussi des romans. C'est un auteur qui vraiment ne chôme pas et qui a à son actif une biographie très intéressante que m'a proposé de nous garder dans la fin émission. Dans ces ouvrages, on va retrouver des thèmes comme la vie des esclaves à Saint-Domingue, son bagage que dans la littérature haïtienne, nous ne pas vraiment jeunes. On parle d'histoire certes, mais on n'a jamais essayé de voir d'aller au-delà, de voir la vie des gens à cette époque-là. Elle parle aussi de la dictature des Duvalier, de l'occupation américaine, des inégalités sociales, etc. On va la retrouver au lieu que je continue à parler un pile comme ça. Bonsoir Madame Trouillot, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir. Ma première question pour vous, c'est qu'avec 2 titres sortis en 2020, nous avons Désiré Congo, c'est un roman, et puis il y a aussi un code guitare qui est un recueil de poèmes. Est-ce que vous jugez que je suis un petit peu trop exigeante de vous demander si vous travaillez sur un autre livre? Pas du tout, pas du tout. Bon, je travaille sur un autre livre justement que je viens de terminer. C'est un roman complètement différent de Désiré Congo, puisque ce n'est pas du tout un roman historique, c'est un roman qui se passe en Haïti dans l'époque contemporaine, et qui raconte l'histoire de 2 jumelles et qui se prennent l'une pour l'autre et qui n'arrivent pas à trouver leur vraie identité. Bon, je n'en dis pas plus parce qu'il y a quand même des péripéties dans le roman. Et pas encore de date de sortie? Non, pas encore de date de sortie pour l'instant. Mais justement, comme vous avez parlé là tout à l'heure de romans historiques, mais l'homme regardé, Désiré Congo ramène le lecteur à Saint-Domingue, et c'était presque la même chose aussi pour Rosalie les femmes. Donc pourquoi un petit peu cet intérêt pour la période coloniale? Bon, parce que je pense que c'est une période qui n'est pas vraiment abordée dans la fiction haïtienne. Bon, abordée telle que je veux le faire, que je me propose de le faire. Et je pense que on ne donne pas suffisamment de place aux êtres humains qui étaient là. Ce n'est pas l'histoire elle-même qui m'intéresse, c'est comment l'histoire a impacté sur les sentiments, sur les actions des êtres humains qui étaient des acteurs à ce moment-là. Donc, dans Désiré Congo, comme dans Rosalie l'infâme, je donne vie à des histoires d'amour à l'époque. À des histoires d'amour, à l'amitié, les relations au sein d'une famille, au sein d'un groupe familial, même si la famille telle qu'elle était quand même problématique parce que c'était un système inhumain. Mais il y avait quand même des relations humaines. Donc c'est ça qui m'intéressait et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pourquoi je pense que c'est un champ tellement complexe qu'on peut vraiment exploiter pour montrer comment l'humanité fait face à des conditions difficiles. Donc, mais comme je disais au début, vous avez sorti 2 livres en 2020. Est-ce que vous pensez que la pandémie un petit peu a affecté le parcours de ces livres-là? Le parcours peut-être, oui, parce que par exemple, j'ai un autre que j'avais oublié, j'ai un recueil de poésie qui doit sortir aux éditions Bruno Doucet, probablement au cours de cette année. Un recueil de poésie en français. Mais je pense que la pandémie joue un rôle, mais c'est complexe. On ne peut pas dire si c'est positif ou négatif. Parce que je pense que peut-être que les gens ont plus de temps de lire, ils lisent davantage puisqu'ils sont chez eux, mais aussi il y a un facteur économique. Ça veut dire puisque la pandémie quand même a des conséquences économiques. Donc est-ce que les gens peuvent acheter des livres dans ces conditions-là? Donc est-ce que les gens peuvent produire, peuvent créer? Donc il y a tout un... Je pense que ce n'est pas facile de déterminer est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif. Pour moi, je peux dire que ça m'a aidé dans un sens à relire ce que j'avais déjà écrit et à finaliser, par exemple, le roman sur des jumelles. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé en ce sens que j'avais peut-être plus de temps. Mais en même temps, il y a une sérénité que l'on n'a pas. On a le temps, mais on n'a pas la sérénité qu'il faudrait. Donc, c'est compliqué. Donc, chacun réagit à sa manière. Mais il y a aussi les événements autour du livre. Le fait qu'avec la pandémie, il n'y a pas pu avoir de signature, de bail. Oui. Donc,
que le livre n'a pas pu vraiment aller... Parce que les débats autour des livres sont aussi très, très importants. Oui, justement. Et je pense que c'est là, puisque j'étais l'invité d'honneur l'année dernière, et je pense que là, c'était assez mitigé. Je pense, parce que ce qui m'intéressait davantage, c'était avoir le contact justement avec le public, avec les lecteurs, rencontrer. Parce que quand vous rencontrez un lecteur et qu'il vous dit « Ah, ce que j'ai aimé dans Rosalie, c'était telle chose, telle chose », ça vous donne, premièrement, un encouragement, et ensuite, ça vous donne un éclairage nouveau sur votre écriture et sur la perception que le lecteur a de vos livres. Mais là, je n'ai pas pu avoir ça. Je n'ai pas pu avoir ça, et ça, c'est dommage. Parce que c'était justement ça ma question suivante, parce que dans le grand questionnaire de Ticket, vous aviez dit que le livre en folie, c'est comme pour vous, c'est une entreprise audacieuse qui confirme comment les lecteurs sont avides de rencontrer les auteurs, de les voir, de leur parler. Et justement, quand vous avez été invité d'honneur, vous n'aviez pas pu rencontrer ces lecteurs-là. Et en gros, comment est-ce que vous avez vécu l'expérience? Bon, c'était une expérience quand même, assez, je dirais... Je dirais que c'était un apprentissage parce qu'il fallait justement, c'était au début, en pleine pandémie, donc il fallait trouver les moyens de communiquer avec les lecteurs sans avoir ce contact physique qui pour moi est quand même essentiel. Donc je pense qu'au cours de l'année, peut-être que cette année, Livre en folie sera plus... Mais là, cette année encore... Oui, mais peut-être plus adapté, peut-être après la première expérience, peut-être plus adapté à trouver des avenues appropriées pour qu'il y ait quand même une rencontre avec les lecteurs. Mais quand même, pour un terme de vente, vous avez été satisfaite? Oui, ça va. Pour la vente, ça s'est bien passé, je pense. Mais moi, ça me reste comme une insatisfaction profonde de n'avoir pas pu rencontrer les lecteurs. Et puisque la situation sécuritaire étant ce qu'elle est, j'ai participé quand même à d'autres activités que Livre en folie, je parle d'Haïti. Et il y a eu un festival qui a fait une entrevue, mais virtuelle et qu'il a publié sur les réseaux, l'a diffusé sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais c'était toujours pas pareil. Rien ne peut remplacer le contact humain. Mais on fait avec. Hein. Livre en folie, c'est un lieu de rencontre entre auteurs et lecteurs, on vient de le dire, mais c'est aussi une excellente vitrine pour les jeunes talents. Et il y a beaucoup de nouveaux livres à Livre en folie, mais très souvent, nous pas senti qu'il y a de nouveaux auteurs qui viennent agrandir la liste des auteurs qu'il y a. Donc, comment est-ce que vous pensez qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de talent? Est-ce que ce sont les difficultés qu'il y a pour être publié? Ou encore, est-ce que vous jugez qu'il y a un manque d'intérêt chez les jeunes pour l'écriture? Oh, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas qu'il y a un manque d'intérêt. Je dirais plutôt qu'il y a un problème d'accompagnement, d'encadrement et d'édition. Livre en folie sont belles bagailles parce que Livre en folie permet justement que mon nom vini, il joue un paquet de lecteurs, une subvention, donc il y a un engouement pour aller acheter les livres, rencontrer les lecteurs. Mais il y a aussi un désavantage, en ce sens qu'il y a plusieurs personnes qui n'écrivent que pour Livre en folie. Donc ça veut dire, on prend le cours, ils font livre sorti pour Livre en folie. Et dès qu'on prend le cours, ils font livre sorti, franchement, la qualité ne sera pas au rendez-vous. Ça, je suis certaine de ça. Ça veut dire, même pour un lecteur, même pour un écrivain qui a une expérience, je ne vois pas que ce soit une attitude de « moi, le cours, ils font un livre sorti pour Livre en folie ». Ça veut dire, le livre, pour moi, le livre prend son temps aussi. Le livre prend son temps. Donc, il faut respecter le temps de l'écriture. Et quand les jeunes, il y a beaucoup de jeunes auteurs qui veulent à tout prix faire sortir un livre pour Livre en folie, et là, maintenant, le livre se vend peut-être pour Livre en folie, après on n'en parle plus, c'est fini. C'est fini parce que la qualité, il y a quelque chose qui aurait pu être avec un accompagnement éditorial, débouché sur un livre de qualité. Ça, ce n'est pas seulement le problème de l'écrivain, de celui qui veut écrire, c'est un problème de la société. Nous n'avons pas suffisamment de maisons d'édition qui font vraiment un travail de maison d'édition. La maison d'édition doit faire un travail d'accompagnement de l'auteur. Ça veut dire prendre le livre et se dire « Ah, voilà ce chapitre-là, je pense que ce chapitre-là ne devrait pas être là ou bien devrait être modifié parce qu'il y a une incohérence par rapport... » Il n'y a pas ce travail, malheureusement. Mais il y a une autre chose aussi, il y a beaucoup de jeunes qui ont percé plus ou moins, mais ils disent que la tâche a été plus facile de l'extérieur. C'est comme quoi il faut une validation à l'extérieur, un prix, une reconnaissance à l'extérieur pour
pour que finalement ils arrivent à avoir un minimum de respect sur le plan national? Qu'est-ce que vous Bon, moi, je pense que c'est lié aux conditions historiques de la fondation du pays. Ça veut dire que nous avons toujours, dans plusieurs domaines, ce besoin d'un regard externe pour nous guider dans nos choix. Hein. Donc, mais le jeune qui publie là-bas, bénéficie aussi d'un encadrement éditorial. Donc, je reviens à cette question d'édition. Ça veut dire que déjà, son livre peut être de meilleure qualité. De meilleure qualité, au niveau de l'écriture, au niveau de la cohésion du texte, au niveau de l'organisation du récit, si il s'agit de fiction, etc. Et donc, ça va aussi avoir des retombées sur la distribution. C'est ça, exactement. Donc, il y a tout un concours de circonstances qui fait que quand le livre arrive ici, le livre vient de l'extérieur, c'est certain, mais le livre a bénéficié aussi d'un certain nombre d'éléments que nous n'avons pas ici, que le jeune qui écrit ici et qui publie ici n'a pas. Donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que parfois, on dit que nul n'est prophète dans son pays, mais parfois les gens attendent le regard des critiques étrangers avant de se prononcer sur un livre. Ça, c'est certain. Ça, c'est une question d'acculturation, je ne sais pas, de dépendance culturelle, si vous voulez. Et on doit se battre contre ça. Et c'est pourquoi c'est nécessaire d'avoir des maisons d'édition valables en Haïti et des prix littéraires. Et des prix littéraires qui, justement, récompensent les auteurs haïtiens. Mais d'ailleurs, justement, l'autre moyen, pour se faire connaître, c'est le prix littéraire. Et en Haïti, on a surtout le prix des chants, donc vous êtes la présidente du jury. Et l'année dernière, on n'avait pas attribué le prix. Bon, c'est pas la première fois que ça arrivait, mais c'est quand même que l'autre dit qu'on n'a pas attribué le prix parce que les œuvres ne sont pas ce qu'on recherche. Ça peut quand même inquiéter les observateurs. Alors, vous-même, en tant qu'éducatrice, présidente du jury d'un prix littéraire, et vous êtes constamment en contact avec le travail des jeunes auteurs, est-ce que vous direz que vous êtes optimiste pour ce qui est de l'avenir de la profession? Oui, voilà, ça, je suis optimiste. Même si on n'a pas pu attribuer le prix l'année dernière, pour la dernière édition, mais je suis optimiste. Parce qu'on reçoit des manuscrits, et on reçoit une variété de manuscrits. Ça veut dire les thèmes diffèrent. Il y a une revitalisation, je dirais, au niveau de la thématique. C'est intéressant, même si parfois on voit les mêmes thèmes qui reviennent, mais il y a toujours une dizaine de manuscrits qui abordent des thèmes de façon différente. Maintenant, le projet peut ne pas être abouti. Voilà. Parce que justement, il y a un problème d'édition. N'oubliez pas que le prix des chants, ce n'est pas une édition. Le prix ne peut pas accompagner le lauréat et dire voilà, il faut arranger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le livre lui-même doit être assez valable pour recevoir le prix, tel qu'il est. Maintenant, il y aura un travail d'édition, de correction de l'orthographe, etc. Mais on ne peut pas vraiment faire le travail d'une maison d'édition. Ce n'est pas le travail du jury. Vous comprenez? Donc, parfois, nous tombons sur des manuscrits qui sont extrêmement intéressants, mais qui mériteraient justement un encadrement pour qu'ils aient le prix. On ne peut pas le faire. C'est frustrant. On ne peut pas publier le texte dans les sacrilèges, justement. C'est ça. C'est frustrant. C'est très frustrant quelquefois. C'est très frustrant. Mais je reste quand même optimiste. Parce que, premièrement, au niveau de la langue littéraire, par exemple, on reçoit beaucoup de livres en créole. C'est son bel bagaille. Oui, pour vous, grande défenseuse de la créole que vous êtes. Je pense que son bel bagaille. Pour qui ça? Parce que pour le créole avancer en tant que langue littéraire, justement, c'est pour nous produire dans les livres. Faut qu'il matière, faut qu'il corpus. Et chaque année, nous recevons un pile de livres en créole. Et Fédia et Stanislas avaient gagné le prix l'année d'avant pour son roman Confidence. Et il y avait aussi Tiffy qui avait gagné. Donc, je pense que là, on a de quoi se féliciter et se réjouir. Parce que ça veut dire que la langue créole est utilisée et s'assied comme langue littéraire au niveau de la fiction. Elle a toujours été là au niveau de la poésie. Il y a toujours eu des gens qui écrivaient en créole, beaucoup de poésie créole. Mais au niveau de la fiction, c'était un peu plus timide. Mais là, maintenant, nous avons vraiment des auteurs, d'ailleurs, qui n'écrivent qu'en créole. Il y a des gens qui n'écrivent qu'en créole. Et il y a de très beaux textes
qui sortent en créole. Donc, oui, parce que là, c'est un beau petit il y a deux mondes qui priment en justement, créole, c'est parce que leur texte il était sorti du lot parmi toutes l'autre parmi toutes l'autre qui était en français et en créole. Ça veut dire que c'est pas un cadeau que nous faisons, c'est parce que le texte était meilleur. Donc là, nous pas bail priant, puisque vous avez parlé de ça, et c'est important de revenir là-dessus. Là, nous pas bail priant, c'est parce que nous pas jouons nos textes qui font différence fondamentale. C'est toujours avec tristesse, là, nous pas bail priant, parce que nous-mêmes, nous voulons bail priant. Mais nous pas non plus bail priant parce qu'il faut nous obliger bailler. Ouais, parce que là, nous fait ça, il descend de qualité, l'autre qui veut tout, qui recevoir priant, il n'est pas, pas bien. Bon standard un standard qu'on pas respecter. Même penser que peut-être pandémie a joué tout, pas qu'on est, parce que pandémie a pas comme vous le disiez avant, il y avait certes le temps, mais pas forcément l'état d'esprit. L'état d'esprit, parce que c'était quand même, c'était une année, nous vivons des années quand même assez éprouvantes, hein. En tant que société, il y a la pandémie, il y a l'insécurité, il y a... Les conditions de la vie qui sont très difficiles. Difficiles. Donc tout ça, l'écrivain n'est pas dans une tour d'ivoire où il écrit. L'écrivain fait partie de la société. Il écrit au milieu de la société, il fait partie, il est citoyen ou citoyenne. Donc là, je pense que ça a peut-être joué aussi dans le fait qu'il n'y a pas eu de texte. Vous aviez parlé un petit peu tantôt des thèmes qui sont abordés, mais je voulais revenir sur ça, en ce sens que des fois, on a l'impression que peut-être aussi pour les jeunes auteurs, qu'il y a un besoin d'écrire sur peut-être des sujets spécifiques. Et quand les gens parlent d'un prix, c'est comme si les thèmes qu'ils choisissent sont... Comment ça? Moun salope et ils disent ça c'est mon qui t'a écrit pour prix. Pour motiver, pour prier, on veut dire. Oui, ça veut dire qu'ils choisissent des thèmes pour leur parler de figues, maltraitance, des sujets qui touchent et sans que des fois que la qualité du texte ne tient pas, mais le sujet tient. Bon, là, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, on a un inconvénient dans ça et puis on a qui joue contre les tout. Parce que là, on ne reçoit pas quel texte il recevoir et puis c'est même bail ça. Finalement, on dit mais on va passer là. Pour que ça tout le monde a appris sur ça, c'est fatigant. Et puis, il manque d'intérêt que vient quand on bagaille quoi répéter, il vient aux gens, il fade, il perdu tout intérêt. Mais nous ouais, ça me pas cacher que gagne des en pile texte qui viennent sur le même thème non, viol, etc. et puis toujours un peu traité de la même façon. Donc il y a un manque d'originalité. Mais il y a aussi beaucoup de textes de science-fiction. Moi marqué science-fiction sont bail qui nouveau quand même, bail qui nouveau dans la littérature haïtienne. Science-fiction, une sorte de magie mais pas magie quand on magie qui est liée avec pratique pas nous non, une magie complètement sorte de magie que adolescent aimait qu'on y a livre adolescent qui aimait qu'on y a de sorte de pas super-héros en tant que tel non mais des pouvoirs extraordinaires, etc. Il y a un livre ça qui paraît qu'on. Donc, il y a un renouveau quand même qui se fait. Donc, moi, je pense que il y a matière pour optimiste, mais il y a un pile de travail qui peut faire tout. Parce qu'il y a un travail qui peut faire au niveau de langue, et langue française et langue créole là, et puis il y a un travail qui peut faire tout au niveau de bibliothèque. Est-ce que jeune ça pour écrire, il faut lire tout, oui. Ça veut dire que les jeunes, des fois, ils n'ont pas de livre. Ou bien ils lisent 2-3 livres. Et puis ils comprennent que ça a écrit tellement extraordinaire, alors que si ils lisent plus, ils t'apprennent que son bail qui dépassé depuis longtemps. Donc, un problème de bibliothèque, et ça, ce n'est pas faute pour nous, non. C'est un problème qui est lié avec problème et niveau économique, société. Parents et jeunes, ils n'ont pas pu acheter des livres tout le temps. Il y a l'école qui pague une bibliothèque. Et puis, il n'y a pas suffisamment de bibliothèques de proximité. Ça veut dire le jeune vit dans un quartier. Est-ce qu'il y a une bibliothèque où il peut aller sortir des livres et lire? C'est pas évident. Mais là, il y a quelques côtés qui sont pieds poudrés, il y a pieds poudrés. Oui, il y a pieds poudrés, mais pieds poudrés sont seuls. Par exemple, à Delma, on a ouvert le centre culturel Anne-Marie Morissette qui a une bibliothèque. Mais on a entre 6 000 à 7 000 titres. Les jeunes du quartier viennent, en effet. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir un accès aux livres. Ça veut dire, est-ce qu'on peut dire que la population haïtienne a vraiment un accès aux livres? La population qui lit d'ailleurs, une population qui n'est pas analphabète. Est-ce qu'elle a un accès aux livres? Non, on ne peut pas le dire. Le livre est trop cher, le livre est un objet de luxe. Il y a des écoles qui n'ont même pas de livres scolaires.
qui font des polycopiés, qui reproduisent les livres pour donner aux élèves. Donc, parce que l'élève ne veut pas acheter vraiment les livres. Donc, il y a un problème réel. Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre facilement sans s'attaquer aux problèmes structurels de la société. Mais moi, je veux aussi souligner l'affaire, la partie d'intérêt avec, par exemple, les écrans. Tout le monde a un téléphone, qu'il a joué sous lui, il a regardé des films, il a regardé des vidéos, etc. Mais par contre, je connais très peu de gens qui, même dans mon entourage direct, qui lisent, même si c'est possible en fait, de lire sur les téléphones, mais il y en a très peu qui le font. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un intérêt ou mais l'intérêt pour la lecture se perd de plus en plus avec la technologie? Bon, les gens qui aiment lire, parce que même dans les sociétés industrialisées où la technologie est beaucoup plus accessible, parce qu'il y a un problème d'accès aussi ici, même si la personne a un téléphone intelligent, mais la personne n'a pas un accès. Il faudrait qu'elle aille quand même acheter les livres, c'est ça. etc. Oui, donc c'est pas évident non plus. Mais même dans ces sociétés-là, je pense que ceux qui aiment lire lisent. Soit sur leur Kindle, ils lisent sur le téléphone, ils lisent, ils trouvent une manière de lire. Ils ne lisent pas peut-être un livre imprimé, mais ils lisent quand même. Donc ce que nous devons faire au niveau de l'éducation, puisque vous avez parlé tantôt de l'éducation, c'est encourager les jeunes à lire. La personne qui aime lire, lira, quel que soit le médium utilisé. Donc c'est développer d'abord cet intérêt pour la lecture. Et l'école haïtienne, malheureusement, ne fait pas toujours ça. Premièrement, nous avons un problème de langue, il faut l'avouer. Le français, qui est la principale langue de lecture, parce que les principaux livres que l'enfant va trouver sont en français, est présenté plutôt comme une langue qui devient un fardeau pour le petit écolier, parce qu'il est présenté de manière tellement... Le français est présenté de manière tellement rébarbative, puisqu'on s'acharne sur la grammaire, sur les règles, au lieu de montrer à l'enfant que c'est une langue de communication écrite et orale, d'abord, hein, et une langue qui lui permettrait de communiquer avec les autres. Mais le français devient pour beaucoup une langue... C'est une matière que tu commences par étudier à l'école. À l'école et qui devient, c'est-à-dire hors de l'école, pourquoi l'utiliser? Parce que ça devient un pensum. Donc là, il faudrait changer tout ça. Cette approche vis-à-vis de la langue française, montrer que c'est une langue de communication et qui permettrait tant de choses. Parallèlement à avec la langue créole, qui est notre langue maternelle et qui doit aussi être étudiée à l'école. C'est la langue nationale. Mais l'approche de l'enseignement du français ne permet pas de développer cet amour de la langue qui conduirait vers la lecture. Parce qu'il faudrait d'abord prendre plaisir à parler français, pour prendre plaisir à lire en français, pour arriver à comprendre aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont lire, qui ne vont pas nécessairement comprendre. C'est ça. Donc c'est tout un problème. Mais je pense qu'il y a quand même, je crois, un amour de la lecture. Il faut trouver le moyen de cultiver et de le répandre un peu plus. Parce que permettre aux écoles, même si les écoles ne peuvent pas avoir des bibliothèques, mais qu'un État responsable puisse ouvrir des bibliothèques un peu de proximité. Ça veut dire qu'il y a des bibliothèques dans des quartiers pour permettre aux enfants, tous les parents ne pourront jamais acheter des livres. Les livres sont des objets de luxe un peu partout dans le monde, mais au moins avoir des bibliothèques de proximité. Là, pour revenir à notre sujet d'avant, pour parler du renouvellement d'affaires des écrivains, il y a un autre problème que les jeunes écrivains me soulèvent très souvent. Ils disent que les auteurs confirmés entretiennent un petit peu comme une sorte de chasse gardée autour de... Comme tu crois qu'il y a un club d'auteurs et qu'on ne fait pas de place aux nouveaux venus. Bon, moi, je ne sais pas. Je ne dirais pas ça parce que là, moi, je rencontre beaucoup d'auteurs, beaucoup de jeunes. Je rencontre des jeunes, ils viennent parler, etc. Je pense que nous n'avons jamais eu au niveau de la littérature haïtienne, il y a toujours eu des échanges entre les générations. Il y a toujours eu ça. Je pense que il y a peut-être des tendances à monter des murs, de part et d'autre, mais je pense que l'attitude générale, ce n'est pas ça. Moi, quand on m'invite, et je sais que c'est pareil pour beaucoup d'autres auteurs confirmés, quand on les invite à parler à des jeunes, on y va.
On ne va pas dire non, on ne va pas rencontrer des jeunes auteurs ou bien on ne va pas. Non, il n'y a pas cette attitude. Et je connais aussi des auteurs qui accompagnent, Oui, qui dirigent des ouvrages. oui, c'est ça. Donc je ne vois pas pourquoi. Non, je pense que c'était plus une question de, comment dire, de peur ou bien de crainte. Donc je pense que c'est avec l'éducation aussi et avec le contact avec les autres qu'on va dépasser cette appréhension. Je crois que c'est une appréhension, beaucoup plus qu'autre chose. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment ça. Moi, je suis toujours prête à rencontrer les jeunes et à participer au festival, et puis quand on m'invite, etc. Et ça vous permet de rencontrer justement des jeunes auteurs qui vous disent « je vais vous donner mon texte à lire », etc. Moi, je lis des textes qu'on me donne à lire. Je lis des textes, simplement je demande qu'ils soient imprimés, je ne vais pas les lire sur l'écran, parce que là, ça fatigue. Mais c'est tout. Donc je lis et je donne les... Il y a peut-être aussi, je pense, un besoin de contact que la société ne permet pas. Justement, parce que nous sommes dans une société de plus en plus fissurée, à tous les niveaux. Je pense que c'est ça. Et qu'il faudrait peut-être des événements, des structures, des associations qui permettent justement cette rencontre entre jeunes auteurs et auteurs plus confirmés. Donc, mais là, pour conclure, je voulais vous demander, c'est une question à deux volets. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a le plus gros problème auquel les jeunes écrivains font face? Et aussi, quelles suggestions que vous feriez à un jeune écrivain? Bon, le plus grand problème, c'est le problème d'édition. C'est le problème d'édition. Parce que les maisons d'édition, ça coûte, bien sûr. Ça coûte. Quand je dis qu'il n'y a pas de maison d'édition, il n'y en a pas suffisamment. Il y a des maisons d'édition qui font l'effort d'encadrer les auteurs. Mais pour publier un livre, ça coûte. Ça coûte. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, à moins qu'on soit millionnaire, un bénévolat, et puis venez, je vais publier votre livre comme ça. C'est quand même une entreprise commerciale aussi. Mais il n'y en a pas suffisamment en Haïti, et le problème d'édition et d'encadrement, ça a des conséquences quand même négatives sur la production littéraire haïtienne. Même si vous allez trouver des gens qui, sans la maison d'édition, sont des... Il y a de plus en plus de personnes qui publient leurs livres à compte d'auteur. À compte d'auteur aussi. Bon, c'est toujours comme ça avait toujours été comme ça. Hein. Au 19e siècle, les gens publiaient, début 20e siècle, à compte d'auteur. Mais il y avait quand même, au niveau de l'éducation, le niveau d'éducation était beaucoup plus élevé. Ce qui veut dire que la production en soi avait une certaine qualité qui permettait que le livre puisse faire son chemin sans l'aide de la maison d'édition. Alors que là, maintenant, nous avons besoin vraiment de maison d'édition. Nous avons besoin d'encadrement. Les jeunes auteurs ont besoin de ça. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Mais sinon, le truc, ce serait de remettre entièrement en question l'éducation. Bon, l'éducation devrait, à mon avis, être mise en question en Haïti. Vous avez des écoles qui sont des écoles de qualité, mais la majorité des écoles... Malheureusement, pour plusieurs raisons, et je ne blâme pas les écoles en elles-mêmes, c'est une société qui vraiment reproduit les inégalités. Vous voyez, le parent qui fait des efforts extraordinaires pour payer, parce que la plupart des écoles, 80% des écoles, ce sont des écoles privées, où le parent paie, et ce n'est pas bon marché. Et l'enfant sort avec très peu de connaissances. Mais il y a aussi cette affaire, toutes ces années bâclées, par exemple, là, avec la pandémie, on a raté beaucoup de jours, mais on a quand même tenu à se dépêcher pour finir. Oui. On a les pays locs, tout bagage, c'est ce qui fait que quantité même ça pour pas blâmer ni pandémie, ni pays locs là, pour ça. Je pense que le problème d'éducation en Haïti, ça, c'est bien avant le pays loc et la pandémie. Donc, peut-être que ça s'est renforcé, bien sûr. Et là encore, vous voyez l'inégalité. Il parle de l'éducation nationale, parle de enseignement à distance. Mais bon Dieu, c'est une plaisanterie. Le pauvre qui va à la République des États-Unis ou bien la République de l'Équateur, il a, même s'il a un appareil, même s'il a un téléphone intelligent, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que son professeur sait comment faire pour utiliser une visioconférence pour lui envoyer des devoirs, alors que dans d'autres écoles, on le fait. On l'a fait pendant la pandémie. Même dans les grands pays aussi, il y a des enfants qui quand même ne s'adaptent pas au Mais oui, mais jusqu'à présent,
Il y a des quartiers aux États-Unis et en France où les enfants sont sortis victimes parce qu'ils n'avaient pas les moyens de suivre les cours. Donc ça, c'est une plaisanterie. Donc là encore, la pandémie a montré a renforcé les inégalités au sein d'une société déjà inégalitaire comme la nôtre. Donc, alors, en guise de conclusion, un conseil En guise de conclusion, moi je dirais premièrement, les jeunes doivent essayer de lire autant que possible. Il y a quand même des bibliothèques. Vous avez parlé du centre Pied-Poudré, du centre culturel Pied-Poudré. Il y a le centre culturel Anne-Marie Morissette à Delma. Il y a la bibliothèque municipale de Delma aussi qui est là. Il y a d'autres centres culturels. Il y a le Institut français. Essayez d'y aller, de trouver des livres. Il ne faut pas se mettre en tête qu'on a déjà tout lu, mon Dieu. Il y a tellement de choses à lire. Ou bien que ce qu'on écrit, c'est un chef-d'œuvre dès le départ. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent pas qu'on touche à un point virgule. Il ne faut rien changer. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité aussi. Donc, voilà. On va mettre un terme à l'émission d'aujourd'hui. Merci encore, Madame Touyo, d'être venue. Et moi-même, premier livre, Madame Touyo, c'était justement l'année dernière, quand elle était invitée d'honneur. J'ai lu Rosalie les femmes et j'ai vraiment, vraiment adoré. Donc, je vous le suggère, vous qui regardez cette émission. Et vous n'avez pas voulu donner alors vous n'avez pas encore de date pour le prochain livre. Non, sinon, pas de date, mais le tout dernier, c'est Désiré, qui est sorti l'année dernière, justement, et qui sera disponible probablement à Livre en Folie. Et donc, et qui se passe aussi à Saint-Domingue, mais juste avant la bataille de Vertières, et qui montre comment ces conditions historiques inhumaines ont agi sur les personnages. J'ai essayé de trouver des personnages qui cherchent leur chemin dans une situation vraiment difficile. C'est différent de Rosalie en ce sens que là, j'ai voulu montrer l'impact psychologique sur les gens. Ça veut dire prendre quelqu'un, un captif, un Africain de son pays et le mettre sur la terre de Saint-Domingue. Qu'est-ce que ça fait? Maintenant, on le voit avec une distance. Mais essayez de vous mettre dans la peau de ce personnage, de se dire, de cette personne, de cet individu, dire, mais qu'est-ce que ça a pu faire sur le mental de cette personne? De se retrouver dans un univers complètement différent, où il ne parle pas la langue, il ne connaît pas les gens, et en plus, il est en situation d'esclavage. Voilà, justement, dans l'histoire, vous voyez l'histoire d'Haïti, vous voyez les affaires vraiment historiques à Saint-Domingue, on ne pense pas aux personnes. Oui, et c'est ça qui m'a frappé en lisant Rosalie les femmes, parce que j'ai réalisé que je n'avais jamais vu le côté humain. Oui, alors qu'on a étudié l'histoire d'Haïti, c'est ce que j'avais découvert aussi en me documentant pour Rosalie. J'ai dit, mais finalement, je ne connais pas l'histoire du pays. Parce qu'on m'a raconté des tas de faits, mais on ne m'a jamais fait comprendre qu'il s'agissait d'individus et d'êtres humains. Donc, j'ai essayé de faire ça. Donc, si ça vous intéresse, vous les trouverez à Livre en Folie. Et donc, il y a au moins 2 livres de Madame Touyo que vous pouvez retrouver à Livre en Folie, mais aussi il y a un recueil de poèmes que lui écrit, j'aime dire dans le commencement, il y a des recueils de nouvelles tout, que nous pouvons joindre à la fois dans Livre en Folie et dans différentes librairies qui sont dans la capitale. Avant de partir, je vais encore remercier ceux qui rendent possible cette émission. En premier lieu, il y a la lunetterie Belle Optique, côté que vous pouvez acheter à la fois lunettes solaires, lunettes vertes, même genre avec moi, avec alors leur prescription, ou d'ailleurs même qu'à faire examen pour vous sous place. Je remercie aussi le magasin Mikado, où pouvez passer dans n'importe 3 locations, il y a dans Port-au-Prince, il y a une sous route aéroport, il y a 2 sous Delma, côté que vous pouvez joindre articles ménagers, appareils électroménagers, rad, un paquet de bagages, gen tout marque Panas qui c'est un monde qui accompagne moi tout, ou jeune produit Panas yo en dans Mikado. Je remercie aussi le Romba Banco, pas besoin de dire nous qui ça le fait. Merci à Briano qui s'est occupé de mon maquillage, Iris qui est toujours déplacé pour venir aider m'habiller, la classe boutique qui fournit rad pour habiller moi, nous avons tout Beauty qui fait cheveux mais avec zong moi. Donc c'est vraiment un paquet de monde qui mettait ensemble pour faire émission ça possible. Je remercie aussi l'équipe technique, il y a Amazon, il y a Gerdy Victorin et Filippo qui va s'occuper du montage de l'émission. Merci à vous-même tout qui t'a regardé et moi bon rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission avec un auteur que j'espère qu'on va toujours aimer.